J'ai le plaisir de vous accueillir à la deuxième session de notre colloque sur l'antisémitisme. Donc, après avoir commencé par un aperçu historique sur la haine des Juifs, nous allons désormais nous pencher sur l'antisémitisme comme phénomène contemporain. Donc, malheureusement, les préjugés et les discriminations contre les Juifs sont toujours ancrés dans nos sociétés, y inclus au Luxembourg. L'antisémitisme n'est cependant pas la seule forme de discrimination. Et du moins au Luxembourg, non plus la forme la plus répandue de racisme. Afin de placer la haine anti-juive dans son contexte un peu plus général, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nenad Dubajic, sociologue et chercheur au prix du CEFIS, donc le Centre d'études et de formation interculturelle et sociale, qui vient de publier il y a quelques mois un rapport sur le racisme et les discriminations ethno-raciales au Luxembourg. Ce rapport avait été commandité par le gouvernement luxembourgeois en 2020, à la suite d'un autre rapport sur le racisme anti-noir publié par le FRA, donc le Fundamental Rights Agency de l'Union européenne. Et cette étude, Being Black in Luxembourg, a révélé pour la première fois l'envergure du racisme anti-noir. Et donc le rapport du CEFIS peut être vu comme une suite ou un approfondissement de cette étude. Quelles sont donc les formes que peut prendre la discrimination au Luxembourg? Quelles sont ses répercussions? Monsieur Dubajic nous présentera les grandes lignes de cette enquête. Merci. Hop là, j'ajuste un petit peu le micro. Très bien, je vous remercie. Merci pour votre présentation. Merci également pour votre invitation. Je vais effectivement vous présenter cette étude. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une étude assez complète, mais elle est mise à disposition. Vous pouvez la télécharger sur Internet sans problème. Alors effectivement, il y a cette étude s'inscrit dans un contexte assez particulier. Si je parle trop vite, il faut me le dire, parce que parfois j'ai tendance à parler trop vite, alors n'hésitez pas à me le dire surtout. La démographie du Luxembourg, c'est d'abord un pays qui compte 177 nationalités différentes. Et c'est vrai qu'au cours de ces 10 dernières années, la démographie au Luxembourg, de par sa variété, a vraiment explosé. Il y a encore 10 ans en arrière, il y avait pratiquement pas de Chinois, alors qu'aujourd'hui, c'est la première communauté non communautaire du Luxembourg. Idem pour les Indiens, idem pour les Érythréens. Donc voilà, on a vraiment une variété de la population du Luxembourg au Grand-Duché qui vient des quatre coins de la planète. Et puis surtout, cette population est très hétérogène. Dans un espace assez restreint, on retrouve une immigration pas ou peu qualifiée, une immigration très qualifiée. Il y a des fonctionnaires européens, des fonctionnaires internationaux, il y a des expatriés, il y a des cadres supérieurs, etc. Donc voilà, la question de la coexistence se pose forcément au Luxembourg. Alors comme vous l'avez souligné, le Luxembourg a été marqué par l'étude Being Black au Luxembourg, marqué parce que dans cette étude, on montre que les Luxembourgeois ont une attitude assez raciste envers les afro-descendants. Et c'est un sondage qui a surpris énormément de gens. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y a de tels résultats. Plus de 60% de Luxembourgeois qui ont une attitude raciste envers les afro-descendants. Et puis enfin, le pays est toujours assez impacté par l'actualité internationale, et notamment lorsqu'il y a eu la mort brutale de George Floyd aux États-Unis par la police. Il y a eu des manifestations de soutien en Europe et notamment également au Luxembourg. Donc la Chambre des députés a adopté en juillet 2020 une motion invitant le gouvernement luxembourgeois à élaborer une étude sur le phénomène du racisme au Luxembourg afin de développer une stratégie de lutte cohérente. Donc c'est le ministère de la Famille qui a chargé le LISER et le CEFIS de réaliser cette première étude. Le LISER se chargeant de l'étude quantitative par un sondage en ligne. Je vais en dire quelques mots, même si ce n'est pas notre étude, mais je vous présenterai quand même quelques graphiques qui sont assez intéressants. Et le CEFIS a réalisé une enquête qualitative sur base d'entretiens semi-directifs. Nous avons également fait une analyse du cadre légal et institutionnel, mais je n'aborderai pas ce point ici.
Alors je vous présente, sans entrer vraiment dans les détails, la méthodologie du liseur pour son enquête en ligne. Donc il y a eu un premier échantillonnage qui a été fait sur base de 15 000 personnes pour en retenir environ 3 000. Le questionnaire a abordé les opinions vis-à-vis du racisme, les opinions vis-à-vis de l'immigration, les discriminations, témoins et victimes, et les attentes des politiques. Alors, le racisme comme ampleur du débat, pardon. Donc voilà, excusez-moi. Donc 4,3% des résidents établissent une hiérarchie entre les races. Donc ça, c'est sur base de l'étude du liseur. 15,2% des résidents déclarent que des réactions racistes sont parfois justifiées. 11% des résidents souhaitent éviter des voisins de type ethno-racial particulier. Et 6% des résidents souhaitent éviter un supérieur hiérarchique de type ethno-racial particulier. Alors, c'est intéressant de comparer ces chiffres où les mêmes questions ont été posées en France et en Belgique, et les résultats du Luxembourg sont systématiquement inférieurs par rapport aux pays voisins. Donc c'est plutôt une bonne chose, parce que ça montre quand même que la forme de racisme la plus dure, celle qui croit en l'inégalité des races, et donc la supériorité de la race blanche sur les autres, ben, c'est quelque chose qui diminue. Par contre, en ce qui concerne les stéréotypes, ici, les chiffres sont quand même un peu plus élevés. 31% des résidents pensent que certains groupes sont responsables de la hausse de la violence et de la criminalité. 30% des résidents pensent que certains groupes ont du mal à respecter les règles de bon voisinage. 28% des résidents pensent que certains groupes profitent abusivement des aides sociales. Et 24% pensent que l'on ne peut pas faire confiance à certains groupes. Comme vous pouvez le voir par rapport au sous-titre, ces préjugés concernent principalement les afro-descendants, les musulmans, les Roms, les gens des pays de l'Est. Alors, je termine l'enquête qualitative du Liseur par cette question où l'on parle d'antisémitisme, ou du moins où le mot juif est nommément cité. À la question « Quels sont les voisins que vous n'aimeriez pas avoir ?» Donc, seuls 11% des personnes souhaitent éviter des voisins, ce qui reste quand même assez faible. Sur les personnes qui ont répondu, vous voyez, arrivent en tête les Arabes et les musulmans, 42% chacun. Et puis, moi j'ai été surpris de voir qu'il y a quand même 25% qui citent les Luxembourgeois. Je ne sais pas trop comment... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais bon. Et puis 20% qui disent, 20% qui citent les Noirs. Et donc, vous voyez, à cette question, il y a seulement 5% des personnes qui ont cité les Juifs comme voisins indésirables. Donc, ce qui montre bien que les Juifs du Luxembourg, pour l'instant, du moins, comme on a vu que c'était variable, l'antisémitisme, mais ce qui montre bien que les Juifs ne font pas l'objet d'une forme de rejet ou de racisme en particulier. C'est même les Luxembourgeois qui sont plus cités que les Juifs. Alors voilà, en ce qui concerne, vous voyez, j'ai vite fait, j'ai promis de respecter mon temps de parole. Donc je vous ai brièvement présenté donc, des chiffres, des statistiques du Liseur. Et là maintenant, je vais aborder un petit peu l'étude quantitative du CEFIS sur lequel nous avons travaillé. Donc ce sont des entretiens que nous avons réalisés, des entretiens de 1h30 à 2h. 2 heures d'entretien, c'était des entretiens parfois individuels, des entretiens parfois collectifs. Donc sur les pratiques, les expériences et les perceptions des professionnels. La somme des entretiens, les discours, le corpus de texte ont été analysés par le logiciel d'analyse qualitative MaxQDA. Et le CEFIS a ainsi consulté et interviewé 67 structures et environ 140 personnes ont été interviewées. Alors vous avez ici un petit peu la liste des structures. Bon, la liste n'est pas
exhaustive, mais on a consulté la police, le parquet, des administrations scolaires, le monde du travail, les syndicats, des associations de défense des étrangers. On a également organisé des rencontres avec des communautés étrangères, communautés arabes, communautés portugaises. On a eu du mal, mais on a quand même réussi à avoir un entretien avec des Chinois, parce que les Chinois ne sont pas faciles à avoir. Donc voilà, on a vraiment essayé d'avoir un maximum de personnes avec qui nous avons fait ces entretiens. Et nous avons travaillé donc sur base d'un guide d'entretien semi-directif, où nous avons abordé donc la question de la compréhension du racisme et des discriminations ethno-raciales, la confrontation avec ce phénomène, l'appréciation de l'ampleur et son évolution, les formes et types de racisme et de discrimination, la perception du profil et les stratégies des victimes, et puis les besoins des structures et une série de recommandations que nous avons établies. Alors bien sûr, je ne vais pas aborder tous ces points, sinon on sera là encore ce soir, mais je tiens quand même à souligner une chose très importante par rapport à cette journée, c'est que nous n'avons pas traité une forme particulière de racisme. On n'a pas abordé la question de la négrophobie, de l'islamophobie, de l'antisémitisme. La parole était totalement libre dans un cadre d'entretien semi-directif, certes, mais la parole était libre. Et force est de constater, quand on m'a contacté pour cette journée, eh ben, la question de l'antisémitisme n'est pas venue sur la table. Ça, c'est un premier point. Une fois, lorsqu'on a eu un entretien avec un magistrat, ce dernier nous disait qu'il y avait eu des commentaires antisémites sur les réseaux sociaux, dans le cadre du Covid, ou avec le fameux complot juif qui serait à l'origine du virus, etc. Mais ça a été vraiment la seule fois où on a parlé d'antisémitisme. Sinon, sur tous les entretiens, sur toutes les personnes que nous avons rencontrées, la question de l'antisémitisme n'est pas venue. Alors, en ce qui concerne la compréhension du phénomène, j'avoue que j'ai été surpris par des réponses extrêmement variées et même des difficultés que les personnes avaient de répondre, pourtant des professionnels, avaient de répondre à une question d'introduction, somme toute simple. Pour vous, c'est quoi le racisme? Pour vous, c'est quoi la discrimination? Et donc il y a eu quand même des difficultés de définir ou de distinguer racisme et discrimination. Par exemple, on entend des choses comme le racisme est une forme de discrimination, ou racisme et discrimination sont deux phénomènes autonomes, ou bien c'est la même chose. Et puis, pour définir les notions de racisme et de discrimination, on se base très souvent sur des définitions légales avec parfois une approche purement juridique. Il y a parfois une définition, une approche un petit peu psychosociologique, mais ça reste, somme toute, assez vague. Et donc, en dehors de quelques exceptions, on a aussi remarqué qu'il n'y a pas de thématisation, il n'y a pas de stratégie claire ou de formation spécifique de la part des différentes structures rencontrées, que ce soit les administrations, les associations, les syndicats. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, j'avoue, nous a un petit peu surpris. Et on a interpellé d'ailleurs, notamment les syndicats, les associations, pour dire, mais il faudrait quand même, à l'intérieur de vos structures, développer une stratégie, développer un petit peu une réflexion sur la question du vivre ensemble, sur la question du racisme, sur la question des discriminations. On va voir ce que cela va donner. Autre constat aussi important à souligner et qui également nous a surpris, c'est que d'un côté, pour les structures officielles et les administrations que nous avons rencontrées, on va plutôt parler de problèmes de compréhension ou problèmes de communication ou bien de racisme comme alibi. Mais on n'aborde pas la question du racisme de façon frontale. De l'autre côté, du côté du secteur social ou du côté des associations de défense des publics racisés, sur les mêmes faits, on va purement et simplement les qualifier de
acte de racisme, acte de discrimination, sans autre forme de procès. Et donc, en fait, selon la position que l'on situe par rapport à la société, d'un côté, on va parler de problèmes de communication, de racisme à Libye, de l'autre côté, non, racisme, point. Donc ça aussi, c'est important de voir un petit peu une analyse du discours qui varie vraiment d'une administration à l'autre. En ce qui concerne l'évolution du phénomène, on observe un niveau de conscience plus important, comme nous l'avons vu d'ailleurs tout à l'heure avec l'étude du liseur, c'est-à-dire que le racisme direct, sous sa forme la plus dure, aurait diminué dans l'espace public, mais il est remplacé par des formes d'expression plus implicites, par des micro-agressions. Et comme on l'a vu également, le Luxembourg reste toujours très impacté par l'actualité internationale. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? On observe quand même que le racisme est protéiforme. Il va crescendo. Ça va de la catégorisation inconsciente, peu perceptible, à l'acte le plus visible et intentionnel. Comme ce racisme idéologique est direct dans l'espace public, même s'il est en baisse, il existe toujours. Et notamment dans les réseaux sociaux, c'est là où on retrouve vraiment ce que je parlais de l'exemple du magistrat, par exemple, c'est dans les réseaux sociaux que l'on retrouve les discours haineux les plus durs. Donc là où, en fait, l'anonymat est garanti par les réseaux sociaux. Et puis, il y a des formes plus invisibles et surtout plus nombreuses. Il y a ce racisme sournois, un racisme voilé, soft, plus subtil. C'est le racisme où la discrimination ne s'exprime pas ouvertement, oralement, mais de façon cachée, sans preuve. C'est ce qu'on appelle aussi le nanoracisme. C'est un racisme du quotidien qui se manifeste à travers des blagues, des manières de voir ou de traiter l'autre que nous véhiculons de façon consciente ou inconsciente, bienveillante ou malveillante. Une réflexion toute bête, hein. Je dis à un noir, ouais, vous les noirs, vous êtes doués pour le sport, avec tout ce que cela sous-entend derrière. Intellectuellement parlant, vous n'êtes pas à notre niveau. Donc ce sont comme ça toujours des petites réflexions. On ne va pas le dire de façon frontale, mais vraiment de façon indirecte. Et puis il y a des micro-agressions quotidiennes qui ne sont pas forcément basées sur l'idéologie, mais sur des stéréotypes, sur la peur, sur la non-connaissance de l'autre. Se moquer d'un nom étranger, se moquer d'un accent. Voilà, par exemple, Nénade, ah ben, qu'est-ce que c'est que ce prénom ? Tu ne peux pas t'appeler Gérard comme tout le monde. Enfin, c'est le genre de truc que personnellement j'ai déjà entendu. Et puis il y a l'assignation raciale, qui consiste à ramener l'autre à son origine. Le cas classique qui est très souvent revenu, c'est de remettre en cause systématiquement les compétences d'une personne noire. Une femme noire, directrice d'une structure, on ne va pas la croire. On va dire non, c'est pas possible, c'est pas vous la directrice, vous êtes la femme de ménage. J'exagère à peine. C'est vraiment des choses qui sont très très souvent revenues. Donc voilà, donc cette espèce d'assignation raciale qui pèse également sur le témoignage des personnes que nous avons rencontrées. Alors, nous avons abordé la question du racisme à travers différents thèmes. L'emploi, l'éducation, le logement, l'administration. Je vais brièvement vous les présenter sans trop rentrer dans les détails. Malheureusement, faute de temps, on n'a pas pu aborder ou mener des discussions sur les domaines comme le sport, la culture, le loisir. Et je pense que le racisme dans le sport est très très présent et ça serait très intéressant de le faire, également dans le secteur de la culture, également dans le secteur du loisir. Bon, peut-être si on nous donne les moyens, on pourra le faire. Alors dans l'emploi, qu'est-ce qu'on observe ? Il y a vraiment une segmentation du marché de l'emploi qui favorise un racisme endogroupe et exogroupe. Par exemple tout simple, dans une entreprise où il n'y a que des Portugais, un noir ou un arabe, il ne sera jamais assimilé. Ça, c'est vraiment une espèce de reproduction dans les entreprises où on va embaucher des personnes de même nationalité ou de même origine ethnique. Autre phénomène, on a aussi observé qu'il y a des formes de filtrage invisibles, par exemple, une dissimulation à un patron
d'un personnel féminin qui est peu sexy. Là, on est vraiment dans la grossophobie, voire même dans le délit de sale gueule. Ou bien il y a de la pression de la part de clients qui veulent avoir comme femme de ménage des jolies filles. Donc voilà, vraiment, on en est là. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti également dans nos entretiens. Dans l'éducation, il y a un racisme vraiment à tous les niveaux. Il y a un racisme entre enfants et enseignants. Il y a un racisme entre élèves eux-mêmes et entre enseignants et parents, avec parfois des faits de violence. Et il y a surtout la question de l'orientation scolaire, où là, on peut véritablement parler d'une rupture de confiance entre, d'un côté, l'administration et de l'autre côté, les parents d'élèves étrangers. Et les parents sont absolument persuadés que les enseignants font tout pour empêcher leurs enfants de poursuivre des études supérieures. Donc à chaque fois que se pose la question de l'orientation scolaire, lorsque les enfants d'immigrés sont orientés automatiquement vers le technique et non pas vers le classique, c'est quelque chose qui pose souvent des problèmes, souvent des débats à l'intérieur des écoles. Je trouve ça, cette rupture de confiance, je trouve ça particulièrement inquiétant. Et je pense que là, il faudrait vraiment prendre des mesures, vraiment mettre en communication l'institution scolaire avec les usagers, parce que je trouve que ça va vraiment très loin. Dans toutes les discussions qu'on a eues, même quand ce n'était pas question de l'école, la question de l'orientation scolaire venait systématiquement sur le tapis. Le logement, je ne vous apprends rien que il y a une énorme tension et de concurrence importante entre l'offre et la demande au Luxembourg, avec des facteurs aggravants de discrimination directe et indirecte. Dans les rapports entre propriétaires et locataires, il y a souvent, ça c'est aussi quelque chose qui est souvent revenu, il y a des injonctions. Le propriétaire qui dit « je ne veux pas de noirs, je ne veux pas d'arabes, je ne veux pas de familles nombreuses ». Et enfin, dans l'administration publique, dans la santé, services sociaux, force est de constater qu'il n'y a pas toujours un accueil bienveillant de la part du personnel quand un étranger se présente. Bon, ce n'est pas toujours facile de distinguer ou de dire s'il s'agit d'une discrimination ressentie, s'il s'agit de problèmes de communication. Mais en tout cas, là aussi, par rapport à l'administration et l'interaction entre étrangers et administration, ça ne se passe pas toujours bien. Alors, que font les étrangers, les personnes victimes de racisme, lorsqu'ils sont victimes de racisme? Le plus souvent, ils se taisent. Et il y a même une injonction à se taire qui vient de l'environnement, de la famille elle-même. Parce qu'on ne veut pas faire de vagues. Ça, c'est quelque chose qui est très, très présent, notamment chez les Portugais. On ne veut pas faire de vagues. Tu as été victime de racisme, on t'a traité de sale, machin, truc bidule. C'est pas grave, on se tait. Donc il y en a qui disent qu'il y en a quelques-uns ont pris la fuite. On nous a dit, voilà, moi j'ai quitté le Luxembourg parce que vraiment j'en avais marre. Et puis très peu osent s'exprimer. Dans tous les cas, pourquoi ne pas porter plainte, pourquoi ne pas aller plus loin? La principale cause, c'est la question de la preuve. C'est toujours très difficile d'apporter des preuves comme quoi on a été victime de racisme, parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de témoins, ou de discrimination. Comment prouver une discrimination dans un logement? Donc ça, c'est vraiment très difficile. Alors, nous avons fait une série de recommandations. Donc, ce sont 5 objectifs que nous avons définis. Chacun de ces objectifs dans le rapport fait l'objet de plusieurs propositions très concrètes. Je vous invite à les lire. Mais en tout cas, la première chose, c'est sensibiliser, informer, former et responsabiliser, aussi bien du côté de l'administration que du côté des usagers. Renforcer et appliquer le cadre légal. Là aussi, il y aurait, d'un point de vue juridique, certaines choses à faire. Adapter les institutions à la situation d'aujourd'hui, à la situation d'un Luxembourg qui compte 177 nationalités différentes, avec toutes les variétés que cela peut comporter d'un point de vue social, religieux, économique, etc.
améliorer la connaissance du phénomène par la mise en place d'un observatoire, ça serait aussi bien. Et puis, améliorer l'accueil des victimes et surtout libérer la parole. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Cette année, on a poursuivi cette étude en faisant des entretiens avec des victimes, cette fois. Non plus avec des professionnels, mais avec des victimes. Cette étude sera publiée l'année prochaine. Et dans tous les entretiens avec les victimes que nous avons faits, on a privilégié des entretiens en groupe. Dans tous les entretiens, les personnes victimes nous ont fait part de leur soulagement de pouvoir parler des violences qu'ils ont connues. Ça leur a fait mais vraiment énormément de bien. Et nous ont également beaucoup parlé de la solitude dans laquelle ils se trouvaient, parce qu'ils ne savaient pas vers où se tourner. Et là, je crois que c'est vraiment très important de mettre en place vraiment des structures d'accueil pour vraiment permettre l'écoute des personnes. Voilà, j'ai été bref. Bref, j'espère efficace, je ne sais pas. Mais voilà, comme ça, je vais pouvoir laisser la parole à la personne qui sera derrière moi. On pose des questions. Oui, je crois qu'il y aura 5 minutes de questions. On pourra encore ouvrir le débat. Merci de rester bref. Il y a déjà une personne là-bas. Est-ce qu'on a un deuxième micro? Sinon. Si vous parlez allemand, j'ai mon appareil magique. Bonjour. Bonjour, mon nom est Amel Javid, donc je suis conseiller juridique en matière de droits humains. Et c'était juste pour vous remercier et pour donner une information, parce que je pense que peut-être certaines personnes ne le savent pas, mais il y a un cycle de conférences organisé par le ministère de la Famille, le LISER aussi. Et ses fils. Exactement, sur cette étude. Donc si ça vous intéresse, c'est en 4 parties. 2 parties sont déjà passées, il y a une 3e et une 4e partie, et c'est ouvert au grand public. Donc je vous invite à rechercher sur Internet le cycle de conférences. La prochaine est cette information sur notre site. Et donc le mois prochain, la conférence sera organisée par le CEFIS. Et c'est au centre-ville, près de la gare, dans la salle de la Chambre des salariés. Le 17 novembre. C'est entre midi, un mardi entre midi, effectivement. C'est très intéressant. Et autre chose, l'Agence des droits fondamentaux, la FRA, avec laquelle je travaille aussi, va publier le second rapport de Being Black in Luxembourg. Et je vous invite aussi à aller sur le site de l'Agence des droits fondamentaux, parce qu'il y a aussi plusieurs rapports sur le phénomène de l'antisémitisme à travers l'Europe, des études comparatives. Donc si ça vous intéresse, je passe juste l'information et merci. Merci à vous. Merci. Mettez-vous bien en face du micro, on a du mal à... Voilà. Juste très rapide, vous avez parlé de l'étonnement que vous aviez bon, moi j'habite à Luxembourg depuis 1997. J'ai toujours, enfin, de moins en moins, mais depuis le début, j'ai entendu assez fréquemment le mot néga, qui était de moins en moins maintenant, je pense, mais qui fait partie de la langue luxembourgeoise, ou qui faisait partie de la langue luxembourgeoise, et les gens sont prêts à vous dire non, c'est pas raciste, c'est un mot de luxembourgeois, voilà. Bon, maintenant, je pense que ça commence à disparaître, parce que les gens s'aperçoivent que bon, c'est un peu quand même risqué. Bon. Ensuite, j'ai vu une des questions principales, c'était trouvez-vous qu'il y a des différences entre les races? J'ai un problème avec le mot utilisé, race. C'est vraiment un débat. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de race. Il y a des ethnies, éventuellement, mais le fait de dire aux gens race, voilà, on se retrouve au début du XXe siècle, quoi, pour moi. C'est un peu dangereux, ça, pour moi. Bon. Ensuite, juste pour dire, j'ai oublié le reste. Bon, on continue, c'est pas grave. Merci. Ah oui, juste une petite remarque. Vous avez dit c'est systématique dans les chantiers avec. Enfin, j'ai peut-être mal compris. Avec les Portugais, les Noirs n'arrivent pas à s'intégrer. Petite remarque quand même. Moi, je connais quelques Portugais, et puis on voit les Cap-Verdiens et les Portugais. En général, ils s'entendent bien.
Oui. Il n'y a pas, voilà, c'est juste pour dire, c'est pas peut-être systématique. Les Capverdiens qui sont noirs, Oui, ils parlent bien avec les, enfin ils sont bien, ils n'ont pas de problème. Bien Enfin, sûr, pas de oui. problème, ils ont sûrement des Parce problèmes que aussi. d'un point, Voilà, d'un point de vue linguistique, ils se comprennent. Et même, parfois, il y a aussi des ouvriers de ex-Yougoslaves qui travaillent sur les chantiers, qui apprennent le portugais pour pouvoir s'intégrer et travailler avec des Portugais. Alors effectivement, quand je dis systématique, je provoque un petit peu, je ne dis pas ça, mais par contre, j'ai eu des témoignages de gens qui travaillent dans des boîtes intérim et qui me disent, dans le bâtiment, si une entreprise où il n'y a que des Portugais me demande un ouvrier, je vais mettre un Portugais ou un Capverdien, effectivement, qui parle le portugais, parce qu'il me dit très clairement, si je mets un Français qui ne parle que français, il va se faire, mais alors... Après, sur la question de la race, je ne pourrais pas trop vous répondre par rapport à ça. C'est le l'ISER qui a établi qui a mis en place le questionnaire. Mais je crois que c'était aussi pour voir comment les gens réagissent. C'est pour voir comment, justement, donc vous dites que ça vous choque, moi aussi, effectivement, ça me choque. Mais est-ce que vous croyez, la question aurait dû être posée de cette manière, est-ce que vous croyez encore en l'existence de races? Effectivement, c'est différent. Mais bon, voilà, c'est pour montrer quand même il y a encore des gens, au Luxembourg c'est 4%, mais en France, je crois que c'était 15%. Hein. Il y a encore des gens qui croient en l'existence de races. C'est malheureux, c'est pathétique, mais ça existe encore, malheureusement. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question. C'est quoi la différence pour vous entre la race et l'ethnicité? Ça, c'est la différence entre le racisme et la discrimination. Le concept de la race, oui. Et les victimes. C'est quoi la différence entre race et ethnicité? Ah ben moi, de toute façon, je n'utilise jamais le mot race. Pour moi, il n'y a qu'une race humaine. L'ethnie, ben, tout simplement, hein, l'ethnie, les afro-descendants, les Chinois, on peut dire que c'est une ethnie. C'est des raccourcis, je vous l'accorde. Mais c'est aussi pour mieux... Le Luxembourg et même l'Europe est très sensible à ce qu'on appelle les phénotypes. Un phénotype, c'est une personne de couleur noire, avec les cheveux crépus, les personnes avec des yeux bridés. Donc voilà, tout ce qui n'est pas occidental. Donc après, on va qualifier d'ethnie les différentes, voilà, oui, les différentes personnes qui peuplent la Terre. Je crois qu'on a encore le temps pour une dernière question. Il y a un monsieur là qui veut poser une question. Bonjour, moi je suis d'origine arabe, je suis algérien d'origine. Et donc, ça m'inquiète bien évidemment de voir que 42% quand même de gens qui ne veulent pas avoir d'Arabes comme voisins. Bon, je n'ai pas eu ce souci puisque moi, je suis arrivé au Luxembourg en 88. Ma femme est luxembourgeoise, j'ai beaucoup d'amis luxembourgeois, donc je n'ai pas eu de souci. En 88, je me rappelle qu'il y avait eu une campagne organisée par les institutions luxembourgeoises, la presse, qui, en fait, essayait de sensibiliser les Luxembourgeois au fait qu'il ne fallait pas être, pas raciste, mais xénophobe vis-à-vis des Portugais. Il y avait une grande campagne, je me rappelle, en 88, et j'avais des amis qui étaient impliqués dans cette campagne. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, ils leur disaient, de toute façon, parce que les Portugais sont, comme nous, des chrétiens. C'était comme ça, d'ailleurs. Hein. Effectivement, il y a une immigration choisie. Oui, 88. Oui. Non, mais c'était en fait des gens qui sensibilisaient à la lutte contre la xénophobie. Et j'avais des amis qui étaient impliqués dans cette campagne. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, bon, j'étais probablement un des seuls Arabes qui étaient au Luxembourg. On était exotiques à ce moment-là, parce que
avoir un arabe comme ami. Voilà. Et puis, je leur posais la question, mais alors qu'il y avait le racisme en France, hein, donc c'était à côté. Je posais la question, mais à des amis qui étaient vraiment très sensibles, c'est-à-dire vraiment des gens engagés dans la lutte contre le racisme. Et leur réponse était que bah, mais nous, on n'a pas ce problème ici, on n'a pas d'Arabes, donc on n'est pas concerné par ce qui se passe à la frontière. Et puis, donc, je vois effectivement un basculement. Donc, en fait, en ce moment, donc, il y a 42% qui ne veulent pas d'Arabes, peut-être qu'ils n'ont même jamais vu d'Arabes, mais... Et, non, mais je... C'est pas... Ah oui, ok. Donc... Oui, parce que c'est... Je peux et donc, la question, c'est effectivement comment se fait-il que... Donc, il y a eu ce basculement que 42% de gens... C'est l'une des explications, entre guillemets, très simples, malheureusement, c'est que, comme je disais au début, le Luxembourg, c'est un petit pays, et il reste très impacté par l'actualité internationale, par l'actualité qui se passe en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et les attentats qu'il y a eu à Paris en 2016 sur Charlie Hebdo, les attentats du World Trade Center, etc., ça a développé, pas seulement au Luxembourg, mais en Europe, ça a développé un sentiment anti... Alors, chez les gens racistes, ils ne font pas la différence entre arabes, musulmans, pays du Moyen-Orient, etc. Ils ne font pas la distinction. Donc, arabo-musulman, on va dire. Ça a développé un sentiment anti-arabo-musulman, aussi bien en France et au Luxembourg. Mais au Luxembourg parce que le pays reste toujours très influencé par l'actualité internationale. Et puis, donc, l'autre raison également, c'est qu'il y a eu des vagues de réfugiés en 2015-2016, des Syriens, des Érythréens, etc. Et donc, l'opinion publique a vu arriver comme ça des vagues de... Ça a été très médiatisé, en plus, mais l'opinion publique a vu arriver comme ça des populations arabes qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et il y a eu un sentiment, on va dire ça comme ça, un sentiment d'invasion de la part de l'opinion publique. Je résume, hein, vraiment, je résume très, très vite. Hein. C'est juste une remarque, c'est symptomatique. C'est-à-dire que vous avez des Arabes, des Érythréens. Les Érythréens sont pas arabes, oui, mais la majorité n'est pas musulmane. Oui, la majorité est animiste et chrétienne. Oui, je le sais, oui, je sais. Mais ces vagues de réfugiés, encore une fois, on est sur le phénotype. Vraiment avec des gens qui ont vraiment des figures d'étrangers, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, on met tout dans le même sac. Vous intellectualisez, mais l'opinion publique ne le fait pas toujours. On met tout dans le même sac. Malheureusement, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, ces vagues de réfugiés, ça a provoqué justement un sentiment comme ça d'invasion, de ne plus être chez nous. Moi, j'ai entendu des commentaires. Oui, les Syriens, ils viennent au Luxembourg. Bon, ils ont des portables. Alors pourquoi les Syriens ne pourraient pas avoir de portable? Je ne comprends pas. Mais en tout cas, ce sont des choses que j'ai entendues. Donc voilà, et c'est vrai que tout ça, les réfugiés, les vagues migratoires, le contexte international, tout ça a alimenté un sentiment, en gros, je résume, mais en gros anti-arabe. Maintenant, je ne dis pas que tous les Luxembourgeois sont racistes, je ne dis pas que tous les Français sont racistes. Loin de là, il faut faire encore des distinctions par rapport à tout ça. On ne va pas non plus nous-mêmes faire du racisme. Mais en tout cas, voilà, ça a alimenté ce sentiment-là. Merci. Oui, j'ai juste une petite question. En fait, je voudrais avoir votre avis d'expert, de chercheur. Vous savez qu'il existe une association depuis quelques années qui s'appelle RIAL, donc Recherche et Information sur l'antisémitisme au Luxembourg, qui sort un rapport chaque année, donc qui dit s'intéresser à ce phénomène-là, donc du point de vue antisémitisme. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport et de sa place? Merci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a voulu vraiment contacter un maximum d'associations. On a également contacté l'Observatoire de l'islamophobie au Luxembourg.
Et l'observatoire, celui que vous citez, on l'a contacté à plusieurs reprises et ils ne nous ont jamais répondu. Et pourtant, on les a relancés parce que on a un responsable qui est très têtu, très borné, Sylvain, que Michel connaît, et donc on voulait vraiment les avoir pour faire des entretiens, pour pas qu'on nous accuse de faire du favoritisme, etc. Donc on n'a pas réussi à les avoir. Moi, quand je lis leur rapport, ce que je m'aperçois, c'est que les phénomènes qu'ils rapportent, ils sont vrais, je ne mets absolument pas du tout en cause leurs propos, mais ce qu'ils rapportent, ça vient de leur propre réseau. Encore une fois, on est dans la parole libérée. Donc les personnes qui tournent autour de cette association, à chaque fois qu'ils sont un tout petit peu, même à peine victimes, ou sont le sentiment d'être victimes d'antisémitisme, ils vont tout de suite le rapporter. Alors qu'un Cap-Verdien qui se fait traiter de sale machin ou truc bidule, lui, il ne dira rien. Donc, encore une fois, on est dans la parole libérée. D'un côté, on se sent en sécurité, donc je vais le dire, j'ai pas de problème, par contact personnel, un mail, un coup de téléphone. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus nombreux. Et d'un autre côté, on a des populations, on leur dit, il y a une injonction de se taire. On ne fait pas d'histoire, on ne fait pas de vagues. Et lorsque vous regardez le rapport du CET, par exemple, par an, il y a 30 cas de racisme ou de discrimination qui est rapporté. C'est ridiculement bas. Ça ne veut rien dire. C'est aberrant. Et donc, on est dans cette difficulté, encore une fois, on est dans cette difficulté d'apporter la preuve que je suis victime de racisme, que je suis victime de discrimination. Et les gens, plutôt que de s'embêter à aller voir la police et d'expliquer des heures et des heures de témoignages pour, à la fin, n'aboutir à rien, c'est aussi le sentiment que beaucoup de gens nous ont dit, on va les porter plainte, mais ça ne servira à rien. Ben, les gens préfèrent se taire, on dit, tant pis, je laisse tomber. Donc voilà, on est dans cette logique-là de la parole libérée ou la parole d'à côté qui n'est pas libérée, qui est dans l'auto-exclusion. Très bien. Merci. Je crois qu'il faudra continuer. On n'a pas le temps, il faudra vraiment continuer. Merci à vous.